Une fillette de 8 ans est enterrée vivante par sa belle-mère, puis un millionnaire en est témoin et commence une enquête qui secoue toute la ville. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, réglez le volume de votre appareil à un niveau confortable afin qu'il n'affecte pas votre santé, et laissez-vous dériver dans les moments les plus envoûtants et sereins avec nos personnages. Le vent de fin d'automne soufflait doucement sur les tuiles, emportant avec lui l'odeur âcre des feuilles d'olivier humides et pourries. Sur le rebord de la fenêtre en bois sombre, une araignée solitaire tissait une nouvelle toile, ses fils de soie scintillant dans la lumière déclinante du soir, scintillant comme un conte à rebours que seul le destin pouvait lire. Au loin, les cloches de la cathédrale de Séville sonnaient, leur son étouffé, comme le battement de cœur de quelque chose de perdu, résonnant dans la poitrine de quelqu'un essayant d'oublier qu'il avait autrefois osé espérer. La maison en pierre calcaire pâle de la famille Carlos se dressait silencieusement tout au bout du chemin de terre et de gravier, où des branches d'olivier cassantes s'étendaient vers le ciel comme des doigts jamais pris. D'épais rideaux voilaient les fenêtres de la cuisine, excluant le monde. Pas de lumière, pas de voix, seulement le doux tintement du verre touchant la céramique et le son délicat des cuillères effleurant le fond des vieux bols. « J'ai fini de manger », murmura Isadora, à peine audible, en posant le bol en plastique bleu usé sur la table d'appoint. Personne n'a répondu. Céleste était assise droite à la tête de la table, où une nappe en dentelle blanche reposait rigidement sous un vase de roses artificielles, disposé verticalement comme un monument au mensonge. Elle prit délicatement le dernier morceau de poisson, le plaça dans l'assiette de Carlos et lui offrit un petit sourire indéchiffrable. « Tu devrais manger un peu plus, tu as l'air très maigre ces derniers temps. » Carlos haussa les épaules, sans un mot, assis comme une ombre derrière Céleste, ses yeux errant sur le mur nu devant lui, un mur où une photo de famille aurait pu être accrochée autrefois, s'ils avaient vraiment été une famille. Isadora se tenait à quelques pas de la table, inaperçue, non invitée, non interrogée. Elle avait 10 ans, même si elle semblait beaucoup plus petite, avec des cheveux emmêlés, des genoux tachés de terre et une échymose sur son bras qui avait mûri en un violet foncé et colérique, aussi vieille que le pull effiloché qu'elle portait. « Va faire la vaisselle, Isadora », dit Céleste d'une voix aussi calme et froide qu'une liste de courses. « Mais... maman ?» Isadora hésita. La petite Céleste leva les yeux, leurs regards se croisèrent pendant une seconde seulement avant qu'elle ne détourne le regard, comme si elle avait repéré quelque chose d'offensant sur la nappe. « Je ne suis pas ta mère, » dit Céleste en ajustant la serviette sur ses genoux avec un mépris délicat, « et ne m'appelle pas comme ça devant les voisins, ça sonne mal. » Isadora ne dit plus rien. Elle se tourna vers le coin de la cuisine, où une pile imposante de plats fissurés s'appuyait comme un mur en ruine, et retroussa tranquillement ses manches. Sous ses pieds, Bruno le vieux chien à la fourrure gris poussière gisait recroquevillé près de la cheminée. Il leva la tête, la regardant avec des yeux tristes, et laissa échapper un doux gémissement, comme une prière prononcée dans la langue des oubliés. Cette nuit-là, après que Céleste et Carlos soient montés à l'étage, Isadora se glissa jusqu'au vieux buffet et ouvrit un panneau caché dans le plancher en bois. Là, elle a découvert une boîte secrète de crayons de couleur et un carnet de croquis usés. Avec sa main gauche, sa droite tremblant encore, elle commença à dessiner. La pointe du crayon se déplaçait lentement, dessinant une petite silhouette s'élevant de la terre, une seule main maculée de boue et de sang griffant vers le haut. Elle dessina autour de lui les lignes torsadées des racines des arbres, s'enroulant comme des cages autour du petit corps, sous un ciel sombre et sans soleil. Dans le coin, elle griffonnait, en lettres tordues et inégales, « Qui me verra ?» Le bruit de pas lourd au-dessus de sa tête la figea. Elle déchira la page, la plia rapidement et la fourra au fond de la poche de son manteau. Quand elle se retourna, Céleste se tenait sur le palier de l'escalier. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement, sa voix dégoulinant comme du miel teinté de poison. « Je me lavais juste les mains » balbutia Isadora. Céleste descendit lentement, tirant une chaise et s'asseyant avec une grâce calculée, tapotant ses doigts sur la table en bois. « Je t'ai vu prendre du papier pour dessiner. Je t'avais dit de ne rien garder dans la cuisine. La cuisine est faite pour travailler, pas pour rêver. » Isadora serrait fermement la poche de son manteau. Bruno s'agita, gémissant alors qu'il essayait de se relever, mais ses membres le lâchèrent et il retomba. Il voulait seulement. Céleste se leva d'un bond, attrapa le manteau d'Isadora et en sortit le papier plié. Elle regarda le dessin pendant un moment, puis sourit. Mais ce n'était pas un sourire d'admiration, c'était le sourire cruel de quelqu'un sur le point de détruire quelque chose de délicat. Comme c'est beau, tu as une imagination si vive. Ça convient parfaitement à un rêve. Et sur ce, elle déchira le papier en 4 morceaux et les laissa tomber dans la cheminée. Les faibles flammes dévorèrent les fragments,
leur lueur devenant rouge comme l'écho d'une menace inexprimée. Céleste se détourna, laissant la pièce plus froide qu'une coquille de noix scellée. Isadora n'a pas bougé. Elle se tenait debout, agrippée à la porte du placard, comme si elle s'accrochait à quelque chose qui n'avait jamais été à elle. Bruno s'approcha en boitant, lui poussant la jambe avec son museau, ses yeux tristes remplis de connaissances mille choses qu'il ne pourrait jamais dire. L'obscurité dans la cuisine n'était pas seulement l'absence de lumière. C'était une obscurité plus profonde, le genre qu'aucun interrupteur ne pourrait jamais bannir. Dans cette maison, tout le monde voyait, mais personne ne regardait. Aucun mur n'était assez épais pour étouffer le silence, et personne n'allumait jamais une lumière, même lorsque les gens vivaient encore, mangeaient encore, s'appelaient encore par des noms auxquels aucun d'eux ne croyait. La lune se leva lentement, presque à contre-cœur, comme si elle ne souhaitait pas être témoin de ce que la nuit apporterait. Sa lumière argentée glissait sur la terre comme une berceuse feutrée, inondant les anciennes rangées d'oliviers, dont les troncs noueux se courbaient comme les articulations usées d'une grand-mère qui en avait trop vu. Le vent était doux, pas froid, mais suffisamment persistant pour faire trembler les feuilles comme des murmures que personne n'osait entendre. Le chemin de terre derrière la maison serpentait à travers un vieux portail en fer, serpentant dans les bois comme une cicatrice gravée dans la peau de la terre. Céleste ne dit rien tandis que sa main se refermait doucement mais fermement autour du poignet d'Isadora, comme une mère emmenant son enfant en promenade. Mais ses pas étaient trop rapides, et Isadora avait du mal à suivre le rythme, non pas par fatigue, mais parce que quelque chose fleurissait dans sa poitrine vague, informe, mais terrifiant. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement, essayant de calmer sa voix. « Pour cueillir des champignons » répondit Céleste d'un ton neutre, sans se retourner. « Je connais un endroit où ils poussent bien, parce qu'il fait sombre. »« Tu ne sais pas » ajouta-t-elle, presque pour elle-même. Isadora n'a pas répondu. Elle baissa les yeux sur ses pieds nus, ses orteils recourbés contre la terre, ses ongles recouverts de terre. Chaque pas ressemblait à un halètement silencieux dans sa poitrine. Les arbres devenaient plus épais autour d'eux, l'odeur de l'herbe mouillée, de la sève et de la terre remplissant l'air, évoquant le sentiment d'entrer dans un royaume oublié par le temps. Au loin, un aboiement retentit, rauque et frénétique. C'était Bruno. Céleste s'arrêta, se retourna et cria « Va-t'en ». Mais le vieux chien courait plus vite, une tache sombre se faufilant à travers les buissons, n'aboyant plus, haletant seulement, ses yeux brillants de désespoir. Ils atteignirent une clairière dans la forêt. Le sol ici avait une teinte rougeâtre sous les feuilles jaunes séchées, et l'air était étrangement dense, pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le calme. Au centre se trouvait un trou déjà creusé. Isadora le regarda, confuse au début. Puis Céleste se pencha, ajusta la terre avec ses mains et sourit ce faux sourire que les adultes utilisent lorsqu'ils veulent qu'un enfant tombe dans un piège. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Isadora. « Que fais-tu là ? Viens voir, il y a plein de champignons blancs sous les racines des arbres. »« Tu vois. »« Je vois. » murmura Isadora, sa voix à peine audible. Mais elle n'a pas bougé. Céleste leva les yeux perçants. « Viens, viens ici. » Bruno grogna. Sans prévenir, Céleste a attrapé un bâton et a frappé. Le coup n'était pas fort, mais il était suffisant. Bruno tomba en gémissant et traîna sa patte arrière en gémissant. « Tais-toi, sale chien inutile. » Srenia Médu de Sonite. Isadora tressaillit et fit un pas en arrière. « Il y a des champignons, juste là. »« Je vais te montrer, » dit doucement Céleste. « J'ai très froid. »« Puis-je rentrer ?» chuchota Isadora. Srenia Isadora Belatakova Kak Bistrip. « Chien » murmura Céleste en plissant les yeux. Puis vint un autre sourire pas doux, pas caché, juste terriblement calme. Il y avait une sorte de sourire silencieux sur son visage, comme si elle savourait secrètement le frisson de détenir seule le pouvoir sur la vie et la mort. « J'ai juste besoin que tu m'aides pour une petite chose, » dit-elle doucement, « et ensuite nous rentrerons à la maison. » Isadora resta immobile. Ses pieds étaient gelés. Elle ne pouvait plus bouger. Lentement, instinctivement, elle recula, scrutant les alentours du regard avec un espoir désespéré. Mais il n'y avait rien, seulement des arbres, des troncs noirs sans fin, tels des bras géants, qui se refermaient sur elle. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» demanda-t-elle, sa voix à peine murmurée, craquelée sur les bords, aussi fragile que des feuilles séchées. « Srenia ?» Le nom sortit de ses lèvres presque brisées, une supplication, pas une question. « Quoi, Srenia ?» Céleste ne répondit pas.
Elle fit simplement semblant de ne pas entendre, puis fit un autre pas en avant. Je peux m'améliorer, balbutia Isadora. Je peux être plus obéissante. Je ne dirai rien à papa. S'il te plaît, Céleste. Céleste s'arrêta. Elle poussa un profond soupir, celui de quelqu'un accablé par quelque chose qu'il prétend n'avoir jamais voulu faire. Toujours à embêter les autres, murmura-t-elle d'une voix neutre, presque pleine de regret. Ton père n'a pas besoin de toi. Je l'aide, je lui simplifie la vie. Isadora ouvrit la bouche pour tenter de parler, mais aucun son ne sortit. À la place, des larmes jaillirent, débordant, non pas en sanglots, mais en silence, roulant sur ses joues comme des perles de verre sur un sol froid. Céleste s'approcha, plaçant ses mains sur les petites épaules de la fille et la poussant doucement vers le bord du trou. Je te ferai rester calme, pour toujours. Le bruit suivant était celui d'une chute. Isadora s'écroula dans le creux de la terre humide. Sa tête heurta le bord d'une épaisse racine d'arbre. Tout tournoya. Tournoyante. Le ciel au-dessus de sa tête devint un tourbillon de chaos. Les pas de Céleste résonnèrent, lointains et fantomatiques, comme venus d'un autre monde. Puis, sans hésitation, la terre commença à tomber au poignet par poignée, des couches froides et lourdes, chargées de l'odeur métallique des fins. S'il te plaît, non. Srenia, s'écria finalement Isadora, la voix brisée. S'il te plaît. Je t'obéirai. Je n'ai besoin de rien. Je veux juste vivre en paix. Mais son cri fut dévoré par la forêt ancienne. Céleste continua, ses mains bougeant rapidement, presque avec urgence, comme si elle jardinait, plantant une fleur têtue qui refusait de rester enterrée. Au loin, Bruno, son corps fidèle et brisé le regardant, tenta de se relever. Ses pattes avant griffèrent le sol, grattant l'air avec désespoir. Puis retentit un son profond, angoissé, un hurlement long et douloureux, si rauque qu'il semblait vouloir déchirer les ténèbres. Mais personne n'a entendu. Personne d'autre que la forêt. Et la lune. Il y a des nuits où la paix ne se trouve pas dans le sommeil, mais seulement dans des rêves teintés de terreur, ou dans le bruit des sabots des chevaux frappant la terre meuble. Le vent soufflait doucement à travers les branches d'olivier, transportant le parfum de la sauge et les souvenirs murmurés que seuls les vieux peuvent comprendre. C'est lors de ces nuits-là que le millionnaire Santiago partait à cheval. Il n'avait jamais cru aux somnifères. Il n'avait jamais cru au hochement de tête poli ni au rire d'ivrogne lors de fêtes empestant le vin et l'hypocrisie. Il avait vieilli avec sa solitude, enveloppé dans des habitudes comme une vieille veste en cuir, sous un chapeau à large bord, un petit appareil photo toujours accroché à sa poitrine pour capturer les moments où personne ne regardait. La lumière se montre toujours, disait-il doucement. Même dans le silence. Cette nuit-là, il a roulé plus loin que d'habitude. Le rythme régulier des sabots du cheval était comme un battement de cœur silencieux, un rythme connu uniquement des vivants et des morts. Le clair de lune perçait les branches des arbres, projetant des formes tordues sur son corps comme des ombres de vieux regrets. Puis, quelque chose a changé. L'air changea. Le parfum du vent transportait non seulement des herbes et des feuilles, mais aussi le poids d'un événement qui venait d'être accompli, d'un événement irréversible. Santiago tira doucement sur les rênes. Le cheval s'arrêta, baissa la tête. Un bruit a brisé la nuit. Ni celui des insectes, ni celui des animaux. Autre chose. Le bruit du sol déplacé à la hâte. Il leva les yeux. Non loin, sous un dôme de branches noueuses, se dessinait une silhouette. Une femme, accroupie près d'un trou, se déplaçant rapidement trop rapidement comme pour cacher quelque chose. À côté d'elle, un chien gémissait. Le clair de lune embrassait la fourrure sale, révélant une silhouette voûtée. C'était Bruno. Le vieux chien de la ville. Santiago ne parlait pas. Je n'ai pas bougé. Il a simplement fait reculer le cheval de quelques pas et a levé son appareil photo. Un léger clic. Puis le silence. L'objectif a commencé à enregistrer. La femme ne savait pas qu'elle était surveillée. Elle continua à ramasser la terre, poignée par poignée frénétiquement, recouvrant quelque chose enfoui dans l'obscurité, quelque chose sans forme. Lorsque le trou fut presque comblé, elle se leva, se frotta les mains comme si elle terminait une simple corvée, puis s'éloigna rapidement, les épaules raides, la tête baissée. Santiago attendait. Toujours. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le labyrinthe de mal noir. Ce n'est que lorsque le silence fut complètement revenu qu'il descendit de cheval.
Sa main flottait près du pistolet qu'il portait à la hanche, un vieil instinct remontant à l'époque où il était dans des équipes d'escorte internationales. Mais il ne le sortit pas. Bruno avait choisi quelque chose de plus puissant qu'une arme. Courage. Le chien a réussi à lever la tête en gémissant doucement. Silence, murmura Santiago. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Puis il l'a vu. Un doigt. Un seul. Blanc pâle. Si petit. Son cœur s'est effondré dans sa poitrine. Il s'est précipité en avant. Mon Dieu. Il griffait la terre, frénétiquement. Puis il vit une main bouger. Bruno, malgré sa boiterie et son épuisement, bondit à ses côtés, creusant frénétiquement. C'était comme si toute la douleur et l'amour du chien l'avaient conduit à cet instant précis. Santiago s'agenouilla, ratissant la terre à main nue. Ses yeux le piquaient, non pas à cause du vent, mais à cause de la peur d'être trop tard. « Tu m'entends » cria-t-il d'une voix tremblante. « Zrenia ? Allô ? Tu es vivante ?» Une mèche de cheveux est apparue. Puis un front. Puis le visage d'un enfant, sale et mou, la bouche qui bouge mais ne fait aucun bruit. Les yeux fermés, mais la poitrine se soulevait et s'abaissait, à peine, comme de la brume. Bruno laissa échapper un long gémissement douloureux, comme s'il prenait le monde entier à témoin. Santiago a ramassé la fille. Elle était légère comme une plume, comme un chiffon trempé. Sa respiration est superficielle. Sa tête pendait mollement. Ses cheveux étaient trempés de boue, accrochés à son cou. « Mon Dieu » murmura Santiago, qui pourrait faire ça et ne rien ressentir? Il la serra fort contre sa poitrine et courut. Bruno le suivait en boitant, chaque pas étant une bataille. Au cheval, Santiago déposa la jeune fille sur la selle, l'enveloppa dans son manteau, les mains tremblantes. Le vent a tourné. Au loin, un hibou hurlait. Mais à l'intérieur de Santiago, deux choses battent plus fort que le vent, son cœur, battant d'urgence, et un vœu féroce. Ce soir, personne ne serait laissé pour compte sur cette terre. Traînant sa patte avant, mais sans quitter des yeux le petit corps qui s'estompait, Rosa cria, Santiago, tandis qu'il claquait la porte, le bruit des charnières grinçant sèchement au milieu de la nuit. Rosa Maria, j'ai besoin de toi. Personne ne répondit. La maison était plus grande et plus froide que jamais, non pas à cause du temps, mais parce qu'il apportait de l'extérieur une panique qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui. Santiago avançait rapidement dans le couloir, la plante des pieds laissant des traces humides sur le carrelage, les bras tendus. Isadora resta immobile, son petit corps noyé dans le manteau qui avait absorbé la rosée et la boue. Il déposa la jeune fille sur le canapé près de la cheminée, où le feu n'avait pas encore eu le temps de s'allumer. Mais il restait encore un peu de chaleur du dernier éclairage de la veille. D'une main, il enroula la laine autour du corps de la jeune fille. De l'autre, il toucha doucement son front froid, conservant une chaleur fragile, comme si seule une rafale de vent plus forte pouvait dissiper son souffle. Disparaissant dans la nuit, sans hésitation, il courut dans le salon. Sa main ouvrit la porte de l'armoire en bois. Il tira le fil du téléphone fixe, ses doigts tremblant tellement qu'il ne put tenir le combiné du premier coup. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro comme s'il comptait un chapelet. Non pas par la foi, mais parce qu'il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. 3 sonneries, puis une voix féminine rauque et endormie. Santiago. J'ai besoin que tu viennes tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. Une petite fille, enterrée vivante. Je l'ai trouvée dans les bois, encore vivante, mais très faible. De l'autre côté, pas de question, juste un profond soupir. Puis, le bruit des sommiers résonna doucement, celui de quelqu'un saisissant précipitamment quelque chose de lourd. 10 minutes. Ne laissez pas l'enfant s'endormir. Santiago raccrocha comme s'il venait de se libérer d'un poids de plomb. Il retourna au salon. Son regard croisa la petite silhouette qui s'enfonçait peu à peu sous la couverture de laine. La jeune fille ne bougea pas. Ses joues étaient couvertes de terre sèche et craquelée. Un bras meurtri, et il desserra ses doigts, légèrement recroquevillés, comme s'il rêvait de s'accrocher à quelque chose d'innommable. Il s'agenouilla doucement, essuyant toute trace de boue incrustée sur son visage. Une motte de terre se détacha, révélant une peau pâle et grise, légèrement ridée à la tempe. Bruno était allongé près de la cheminée, la tête sur le tapis, respirant bruyamment et le dos tremblant. Ses ongles étaient encore couverts de terre. Ses cheveux de chaque côté de son flanc étaient trempés.
Mais il ne cria pas, ne gémit pas. Il fixa simplement Isadora, comme pour vérifier. C'est toujours là. Soudain, le faisceau d'une lampe de poche balaya la vitre. La lumière glissa doucement sur le mur, tel un coup de pinceau blanc dans un tableau minimaliste. Santiago. La voix de Rosa résonna à l'extérieur, un peu précipitée, mais déterminée. Elle se tourna alors sans lâcher la main d'Isadora. La porte s'ouvrit brusquement. Rosa Maria entra, les cheveux hâtivement attachés, son manteau déboutonné, la lourde trousse de secours à la main. Elle ne salua pas. Elle n'était pas surprise. Elle a juste regardé, puis s'est agenouillée à côté de la fille, l'instinct professionnel la guidant même avant l'émotion. La fille a besoin d'oxygène immédiatement. Ses poumons sont faibles, mais il continue de souffrir. Nous devons l'emmener au centre de soins immédiatement. Aidez-moi à lui relever la tête, maintenez-la doucement. Ne la secouez pas trop fort. Santiago hocha la tête, glissa ses mains sous le dos d'Isadora, la soulevant comme s'il enlaçait le dernier être fragile qui lui restait. Rosa ouvrit la porte, descendit les marches en sautillant. Et courut vers la Jeep garée en biais dans la cour. Bruno ne se leva pas, mais leva la tête pour la regarder. Ses yeux brillaient non pas de douleur, mais de l'épuisement de celui qui avait utilisé toutes ses forces pour sauver une autre personne. Rosa Isadora fut installée sur la banquette arrière. Rosa disposa des oreillers, étendit un manteau en guise de doublure et vérifia son pouls une dernière fois. Santiago ferma la portière et s'installa au volant sans un mot. Ses yeux étaient rouges, mais stables. La voiture jaillit comme une rafale de vent déchirant la nuit. Des deux côtés de la route, les arbres penchaient, comme s'ils s'écartaient. Quelques vieilles feuilles tombèrent lentement, tourbillonnant dans l'air avant d'atterrir sur le chemin pavé. Silencieusement, comme une prière non formulée. 3 jours plus tard, la cathédrale de Séville célébra une cérémonie de prière pour une âme inconnue. Les fidèles allumèrent des bougies, non pas parce qu'ils étaient certains que la jeune fille était morte, mais parce qu'ils étaient convaincus qu'elle s'était autrefois égarée. Dans la douce chanson, personne ne mentionnait Céleste. Personne ne mentionnait la forêt. Mais dans chaque bougie, une petite part de lumière était conservée, dédiée à un enfant qu'il n'avait pas vu, et cette fois, il jurait de ne plus jamais répéter cette erreur. Au même moment, dans la petite pièce du centre de santé, près de la forêt, Santiago était assis en silence au bord du lit. Isadora était allongée là, la main posée sur sa poitrine. Sa respiration était irrégulière. Bruno était allongé sous le lit, les yeux mi-clos, la poitrine battant comme s'il rêvait, ou priait, comme un chien. Isadora ouvrit les yeux très lentement. La faible lumière se reflétait dans les pupilles d'un enfant qui avait contemplé la mort. Le vieil homme était toujours assis. Sa main effleura doucement le dos de la main de la jeune fille. Sans forcer, sans hâte, juste un toucher, comme un rappel. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Pour la première fois, Isadora ne retira pas sa main. Pour la première fois, la jeune fille regarda quelqu'un sans crainte. Un rayon de soleil matinal se glissa entre elles. Lentement, à travers la fente du rideau, elle tombait sur le mur blanchi à la chaux, comme un geste doux, prudent et exploratoire. La lumière n'était ni éblouissante, ni précipitée. Il a simplement déposé silencieusement une couche de jaune pâle sur l'espace, comme le premier souffle après un long sommeil. Dehors, par la fenêtre, les branches d'olivier sèches se balançaient doucement à chaque rafale de vent, émettant un murmure semblable à celui d'un vieil homme racontant des histoires dont personne ne se souvient clairement. La pièce resta silencieuse. Comme cela avait été le cas pendant 3 jours. Ce n'était pas le silence d'un hôpital, ni celui d'une maison vide. C'était le silence d'un lieu qui venait d'échapper au chaos, où tous les bruits violents avaient été laissés derrière la porte close. Isadora était allongée sur le côté, blottie dans la douce couverture de coton qui sentait le linge fraîchement lavé. Elle ne dormait pas et ne fermait pas les yeux. Ses yeux étaient grands ouverts, sans ciller, fixant la fenêtre où brillait le rayon de soleil matinal. Dessinaient des formes déformées sur le mur. Pour la première fois depuis des mois, la lumière n'était plus bloquée par les barreaux. Elle n'était pas obscurcie par la silhouette silencieuse qui la fixait de ses yeux sans amour. La porte de la chambre était entr'ouverte. Comme si quelqu'un ne l'avait pas fermée complètement volontairement. Santiago n'était pas là, mais sa présence se répandait silencieusement dans la pièce, comme une petite radio dans la cuisine jouant de la musique classique, comme l'odeur du café torréfié qui imprégnait le couloir. Comme les pas lents mais réguliers sur le plancher en bois chaque matin.
Sur la petite table à côté du lit se trouvait une pile de papier blanc aux bords intacts, placée à côté d'une nouvelle boîte d'aquarelle, avec des pinceaux lavés et prêts dans une tasse en verre. Il n'y avait aucun message. Aucune instruction. Mais dans cette présence silencieuse, il y avait tout un message. Quand tu seras prêt. Isadora s'appuya sur sa main et s'assit. Le mouvement était lent, comme s'il fallait la convaincre. Elle tendit la main vers la table. Soulevant délicatement le petit pinceau, il plongea la pointe dans l'eau. L'eau ondulait légèrement, reflétant une faible lumière bleue. Un instant plus tard, sur la première page apparut une tache bleue, pas encore une forme. Seulement la couleur. Mais les couleurs savent aussi parler, si on leur en donne l'occasion. Bruno était allongé sous le lit, une jambe bandée d'un tissu blanc, le ventre encore couvert de vieilles saletés. Entendant le bruit du pinceau sur le papier, il ouvrit les yeux des yeux marrons. Profond et patient. Il regarda Isadora, puis baissa la tête sur le tapis, comme si la paix de ce moment lui suffisait pour continuer à croire. Vers midi, Santiago frappa à la porte et entra, vêtu d'un pull gris souris. Une tasse de lait chaud à la main, posée sur la table près du lit. Pas un mot. Il regarda précipitamment le tableau à moitié peint où une petite main surgissant du sol, effleurant un halo de lumière tamisée. « Quelle couleur préfères-tu » demanda-t-elle d'une voix suffisamment forte pour être entendue, comme si elle ne voulait pas dissiper l'atmosphère de la pièce. Puis Isadora s'arrêta et leva les yeux vers lui. Il ne répondit pas, prit simplement la couleur rouge. Peindre une bande horizontale dans le coin inférieur du tableau, puis une bande verte, comme une branche d'arbre. Santiago, finalement, avec le plus petit pinceau, a dessiné la silhouette d'une personne debout silencieusement derrière un arbre, sans visage clair, juste une forme floue dans l'ombre. Il n'en demanda pas plus. Il hocha simplement la tête. Il sortit un petit carnet de sa poche et écrivit quelques lignes. Personne ne sait ce qu'il a écrit, peut-être un journal, peut-être une habitude, ou peut-être une note de remerciement pour un miracle. Vers midi, Isadora est sortie du lit. Marchant pieds nus sur le vieux parquet, elle sortit sur le balcon. Dehors, une chaise en bois, décolorée par le soleil et la pluie, conservait sa solidité. Elle s'assit, les genoux contre la poitrine, les yeux rivés sur la forêt d'oliveaux. De l'autre côté de la colline, Santiago se tenait sur le seuil, un manteau à la main, l'autre pendant. Il ne troublait pas le silence. Il regardait simplement le ciel du soir s'assombrir au-dessus de la cime des oliviers. Le vent avait changé de direction, apportant l'odeur de la terre humide et de la sagesse des arbres sur le balcon. Isadora était toujours recroquevillée dans la vieille chaise en bois, les genoux serrés contre sa poitrine. Santiago, au lieu de rentrer à la maison comme d'habitude. Il s'assit à côté d'elle, posant légèrement sa main sur son genou, silencieux pendant un moment comme s'il choisissait comment demander quelque chose qui n'était pas facile. « Isadora » dit Santiago d'une voix rauque, mais suffisamment douce pour ne pas effrayer la fille, si je n'avais pas été là ce jour-là. Peut-être que je n'aurais jamais su ce qui s'était passé. Mais je veux savoir. Je te crois. Tu mérites qu'on te le dise, avec tes propres mots. La petite fille était toujours assise là, la tête légèrement inclinée, regardant l'arrière-cour où le soleil de l'après-midi se retirait lentement des dalles. Un moineau gris a traversé la balustrade, laissant derrière lui le bruit du vent qui s'abattait comme si on tournait la page d'un vieux livre. Mais Isadora ne leva pas les yeux, et Santiago ne la pressa pas. Il savait. Il y a des histoires qui ne devraient être que écoutez lorsque le narrateur est prêt. Personne ne t'oblige à parler, dit-il doucement, comme une main posée sur une épaule sans la toucher, mais si tu veux, je suis là. Je ne partirai pas. Un moment de silence, si long qu'il semblait que l'histoire ne serait jamais racontée. Puis soudain, Isadora prit la parole. Sans prévenir, sa voix était égale, basse, sans tremblement. Non pas comme si elle racontait sa propre histoire, mais comme si elle lisait le journal d'une personne décédée dans ce même corps. Bonjour. Chaque matin, je me lève tôt. Avant le lever du soleil, je commence par laver la vaisselle de la veille. Ensuite, je nettoie le sol, je mets la table et je ramasse le linge sale. Si je ne me lave pas bien, elle jettera toute la pile de vaisselle dans l'évier et restera là, à me regarder sans rien dire. Mais ce regard est comme un couteau, qui me coupe le cou. Santiago n'intervint pas. Il baissa simplement la tête. Ses yeux étaient comme un lac sans vagues. Mais au plus profond de moi se trouvaient des tourbillons déchaînés, retenus par la compassion. Isadora s'arrêta un instant.
levant sa main droite pour tirer sur la manche de son manteau qui avait glissé, une habitude prise au fil des années de devoir toujours avoir l'air soigné devant les autres. Et puis elle a continué. Un jour, j'ai laissé tomber une cuillère. Je n'ai pas été frappé. Je n'ai pas été grondé. Mais elle m'a regardé, pendant un long moment. Un long moment passa, puis il demanda simplement, « Pourquoi es-tu si maladroit ?» Il s'arrêta, non pas par besoin de réfléchir, mais parce qu'un souvenir remontait inattendu, vif, plus vif que nécessaire. À l'époque, j'avais 6 ans, et pourtant cette phrase me restait en travers de la gorge comme une arête de poisson indéchiffrable. Je me souviens avoir ramassé la cuillère que j'avais laissée tomber et l'avoir glissée dans la poche de mon manteau, non pas pour la cacher, mais pour me rappeler que c'était bien arrivé. Je ne l'avais pas rêvé, je ne l'avais pas imaginé. Dehors, une douce brise me caressait, emportant un léger parfum d'herbe sèche et de terre humide. Santiago respirait doucement, son rythme était calme, sans hâte. Il la regardait comme si elle était la seule âme au monde, comme s'il n'avait rien d'autre à faire que de rester là, présent, à l'écouter, refusant de partir. Isadora posa ses pieds sur la chaise, entoura ses genoux de ses bras et les serra contre elle. Et puis ça a continué. Pendant les repas, je n'avais pas le droit de m'asseoir à table. Je devais rester debout en silence, attendant qu'ils aient fini de manger. S'il restait quelque chose, j'avais le droit de le manger. Sinon, plus rien. Mais le plus effrayant, ce n'était pas la faim. C'est alors qu'elle se retourna, sourit gentiment à mon père et dit, « Il a déjà mangé, je lui ai donné des biscuits à midi. » Santiago ferma les yeux un instant. Il croyait avoir compris la solitude d'un enfant abandonné, mais jamais il n'avait imaginé un tel silence, non pas celui de quelqu'un qui ne veut pas parler, mais celui de quelqu'un que personne ne veut écouter. Isadora se tourna vers lui pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. J'ignore pourquoi elle était là ce jour-là, mais je pense que si personne ne l'avait vue, elle aurait peut-être cru aussi que je méritais cela. Santiago tendit la main, la posant délicatement sur celle de la jeune fille. Cette fois, il ne dit rien. Parce qu'il savait que parfois, la seule chose à faire était d'être présent non pas pour réparer, ni pour justifier, mais pour témoigner. Il fallait que quelqu'un voie. Mon père était toujours occupé. Il partait travailler tôt le matin et, à son retour, il ouvrait son ordinateur portable ou lisait le journal. Je m'asseyais toujours à la même table, mais elle n'avait jamais le temps de me demander si j'avais mangé ou comment j'allais à l'école. Pourtant, elle savait toujours comment le cacher. Dès que quelqu'un entrait à la maison, elle me souriait chaleureusement, préparait du thé et m'appelait mon amour. Mais lorsque la porte se referma, tout redevint comme avant. Chaque mot prononcé par Isadora était comme une lame, fine et tranchante, transperçant la mémoire de Santiago non pas parce qu'il avait vécu la même chose, mais parce qu'il avait ignoré trop de silences. Des silences comme les siens. Des bols renversés faute d'avoir été bien nettoyés. Des regards muets, mais chargés de non-dits. Le silence d'hommes affairés qui semblaient toujours lire le journal au moment précis où un enfant avait besoin d'une question. Isadora continuait de parler. Puis le jour J arriva. Elle me proposa de l'accompagner, nous irions cueillir des champignons dans la forêt. Elle me dit que nous étions les seuls à connaître cet endroit. Et puis, elle insista. Un frisson lui parcourut l'échine, son estomac se serra comme lorsqu'on lit l'histoire d'une personne trahie par son propre sang. Et pire encore, personne n'arriva à temps. Bruno m'a sauvé. Sa voix n'était pas plus forte que la brise qui soufflait entre les oliviers centenaires. Le regard d'Isadora était fixé sur la forêt. La lumière de l'après-midi glissait lentement sur les branches, baignant la terre oubliée d'une teinte orange pâle. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Santiago ne réagit pas tout de suite. Il retira son épais manteau de laine et le posa délicatement sur ses fines épaules. Sa main effleura son épaule une seconde seulement, non pas pour la retenir, mais pour lui faire savoir qu'il était là. Il s'assit ensuite sur la chaise en bois à côté d'elle. Il pencha la tête, essayant de partager la vue sur laquelle elle était si intensément concentrée. Le vent souffla doucement, soulevant quelques mèches grises de ses cheveux. Une feuille d'olivier se détacha de sa branche, tournoya 3 fois avant de retomber à terre. Entre deux, oui, je l'ai vu, dit Santiago d'une voix basse mais assurée. Je l'ai vu creuser la terre avec ses pattes avant jusqu'au sang. Je l'ai vu arracher la main de la fille avec ses dents. Et puis il s'est allongé à côté d'elle, respirant fort, mais sans jamais la quitter. Il ne l'a jamais quittée. J'ai tout vu. Isadora détourna le visage, non pas pour cacher des larmes séchées depuis longtemps,
mais parce qu'il y a des souvenirs qu'on ne peut regarder directement. On a envie de les garder, entiers, intacts, dans son cœur. Certains souvenirs volent en éclats sous le poids d'une attention directe. Une minute entière s'écoula en silence. Seul le vent bruissait doucement contre les troncs d'arbres, et la respiration douce et régulière de Bruno, allongé non loin, la tête posée sur sa jambe. Comme si on me chronométrait encore le temps que je pouvais rester ici, murmura Isadora, sa voix si faible qu'elle implorait le silence juste pour être entendue. Mais Santiago n'eut pas besoin de le demander à nouveau. Il comprenait. Il leva les yeux vers la forêt, où les derniers rayons du jour filtraient à travers les feuilles comme un sentier tranquille. « Aussi longtemps que tu veux, dit-il, chaque mot lent est gravé dans l'air. Mais si tu veux savoir ce que j'ai dans le cœur, dis-je. J'espère que ce sera pour toujours. » Personne ne parla après ça. Isadora se leva et se dirigea lentement vers l'escalier. Elle s'arrêta devant la porte, jeta un coup d'œil à Bruno et sourit doucement, un sourire rien que pour elle. Elle monta doucement l'escalier et entra dans la pièce. Il alluma la lampe de bureau. La lumière dorée réchauffa l'espace. Il ouvrit le carnet de croquis et se tourna vers le dos du tableau sur lequel il travaillait depuis ses premiers jours dans cette maison. Avec un crayon doux. Elle écrivit en petites lettres soignées. Bruno m'a sauvé. Tu le vois. Tu le vois. Puis elle laissa le tableau derrière elle. Elle le plia comme on plie une lettre non envoyée. Mais au fond d'elle, la question avait déjà trouvé sa réponse et cela lui suffisait. Elle a placé le papier plié là où Santiago laissait habituellement sa tasse de café le matin, non pas par hasard, mais délibérément, pour qu'il sache qu'elle avait commencé à croire au fait d'être entendue, même si ce n'était qu'à travers des images et une simple ligne de mots. Bruno remua la queue une fois, puis resta immobile. Et pendant un instant, le monde se sentit suffisamment en sécurité pour repartir à zéro. Les soirées sévillanes portent le parfum du non-dit. Le vent de l'ancienne cathédrale soufflait dans les ruelles pavées, emportant le carillon des cloches lointaines, résonnant comme des souvenirs effacés. Quelques feuilles éparses dansaient autour de l'auvent du café Blue Street, où le temps semblait toujours ralentir de quelques battements. Le soleil couchant se répandait sur le carrelage rouge foncé, éclairant faiblement la tasse de café noir à moitié vide, devant un homme aux cheveux gris qui parlait à voix basse à une femme vêtue d'une veste en cuir beige. Gabriel, le propriétaire du café. Il se tenait derrière le comptoir, polissant un verre qu'il avait déjà nettoyé 2 fois. Il n'était pas bavard, mais son regard perçant sous un front ridé avait depuis longtemps vu ce que les autres ignoraient. Il avait été l'un des rares à voir Céleste Moral entrer dans le café, la démarche douce et le rire léger comme de la soie. Et puis, plus d'une fois, il l'avait aperçue à travers la vitre. Serrant le poignet du garçon qui l'accompagnait, sans brutalité, mais comme une corde tendue, indestructible. Assise en face de lui se trouvait Sofia, l'avocate de Santiago, la millionnaire qui vivait cachée dans les collines à l'ouest. Elle n'était pas venue pour savourer un café. Elle était venue pour rencontrer Gabriel, la seule personne qui parlait avec ses yeux, même s'il ne le disait jamais avec des mots. Elle ouvrit son ordinateur portable. Son doigt plana sur un fichier audio. Il m'a raconté un jour avoir vu Céleste faire signer les papiers à Carlos après la disparition de la fille. Elle est venue ici, comme toujours, a préparé du thé à la menthe, a souri et m'a demandé comment j'allais. Puis elle a dit, j'ai finalement accepté de tout léguer à l'enfant que nous aurions un jour. Elle marqua une pause. Je ne lui demandai plus rien. Je me souviens juste que Carlos est arrivé en retard. Il avait l'air distrait. Elle lui tendit des feuilles fines. Je l'ai vu. Il signa sans lire. Sofia ne leva pas les yeux, mais sa main se figea sur le clavier. Un léger clic rompit le silence lorsqu'elle rouvrit l'audio. Tu es sûr, demanda Srenia. Tu crois que j'invente ça? J'ai vu Céleste lui tendre les papiers. Elle a murmuré quelque chose. Il a signé. J'ai tout vu. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si ses paroles l'effrayaient. Sofia resta assise en silence, réfléchissant à tous les soupçons qu'elle nourrissait depuis longtemps. Maintenant, il semblait détenir la clé. Elle demanda si Monsieur Santiago avait entendu l'histoire, et il s'avéra qu'elle l'avait déjà appelé. Santiago était resté silencieux, puis avait soupiré. Elle avait planifié les choses plus minutieusement que je ne le pensais. On en a assez. Des témoins, des preuves. Il est peut-être temps d'envoyer la vidéo originale à la police. Juana, au journal local. Que la ville se voie. En quelques heures,
la vidéo et les documents commencèrent à se propager. Ce soir-là, la salle, rarement fréquentée, fut à nouveau illuminée. Des gens arrivèrent, sans invitation ni convocation. Ils arrivèrent, tout simplement. Sur l'écran, la vidéo se déroulait. On y voyait Céleste emplir la terre, murmurant des paroles maléfiques. Le silence retomba dans la pièce. Un verre se brisa. Carlos serra le testament jusqu'à ce qu'il se froisse dans ses mains. Sofia se leva, la voix ferme. La vidéo a été vérifiée et transmise au procureur. Céleste Moral est actuellement en état d'arrestation. Tout le monde se tourne vers elle. C'était comme découvrir, d'un seul coup, quelque chose qui avait été caché sous le tapis pendant des décennies, maintenant exposé, nu. Fini les regards compatissants, fini le doute confus, comme dans tant de procès pour abus. Juste la confrontation indéniable, qui avait trop tardé, mais qui avait finalement eu lieu. Un murmure se répandit comme une brise automnale parmi les rangées de vieilles chaises en bois. Il se transforma en chuchotement, en tout, en respiration superficielle. Chacun, à sa manière, se confronta à lui-même. Au troisième rang était assise Donia Estla, la commère du quartier. Elle serrait la bandoulière de son vieux sac avec ses jointures blanches, les yeux rivés sur l'écran où Céleste, main après main, murmurait, enfouissait. Il ne dit rien, mais son regard exprimait celui de quelqu'un qui avait ignoré un son qu'il aurait dû écouter depuis longtemps. Au centre de la pièce, Céleste se tenait telle une statue, non pas de grâce, mais de pierre. Sa peau d'un blanc verdâtre était maintenant rouge de rage. Son regard parcourut la pièce, cherchant un endroit n'importe où se cacher, fuir, trouver une lueur de sympathie. Mais il n'y avait rien. Seulement des murs de briques, des lumières crues et des visages qui avaient cru, écouté, choisi le silence. Elle ajusta le revers de son manteau, presque inconsciemment, et releva le menton. C'est un piège. Sa voix tremblait, cherchant encore à exprimer sa dignité. La vidéo aurait pu être montée. Les enfants disent n'importe quoi. Les histoires émouvantes ne sont pas de véritables preuves. Une voix solitaire et monocorde s'éleva du fond de la salle. Le silence suivit. Puis des pas, assurés et mesurés. 2 agents apparurent. Juana et son partenaire. Uniformes impeccables, regard fixe. Juana s'approcha de Céleste. Elle n'eut pas besoin de lire quoi que ce soit à voix haute. Elle prit simplement le journal et, d'une voix tranchante comme une lame, annonça. Céleste Moral, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et maltraitance d'enfants. Silence. Puis Céleste hurla, la voix brisée et sauvage. Carlos, dis quelque chose. Je l'ai fait pour toi. Je n'ai rien fait de mal. Tout cela est pour nous, mais Carlos ne s'approcha pas, il resta immobile, figé, séparé d'elle par exactement un demi-pas, toujours accroché à la volonté déchirée depuis longtemps, origine de la rupture perdue dans le temps. Les bords du papier se courbèrent doucement, comme les rides usées de sa vie, des rides qu'il n'avait jamais osé lisser, réparer ou comprendre. Il regarda Céleste avec le regard de quelqu'un qui s'éveillerait dans la vieille maison familiale, découvrant tout brisé, fracassé au point d'être méconnaissable. C'était un regard lent, fatigué et distant. Et moi, debout là, je le disais pas à voix haute, mais avec clarté où j'ai moi-même donné la clé de ma maison à un meurtrier. Juana fit signe, et 2 policiers s'avancèrent. Des menottes métalliques froides et inflexibles furent passées autour des poignets de Céleste. Elle résista non pas violemment, mais avec un désespoir profond. Ses mains poussèrent, non pas avec force, mais avec supplication, ses pieds battirent contre la chaise comme pour rejeter l'ordre des choses qui se dénouaient autour d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, comme si elle souhaitait que la scène se répète, s'inverse. Non, je ne mérite pas ça. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas ma fille. Mais aucune réponse ne vint, et il n'y avait plus personne à appeler par son nom, plus aucune voix pour répondre à la sienne. Bruno aboya doucement, puis se tut, et Isadora, assise au premier rang, baissa simplement la tête, la main toujours posée délicatement sur celle de Santiago. Elle n'avait pas besoin d'en voir plus. Car aujourd'hui, la justice n'était pas une vengeance, mais une conclusion. Et Céleste n'avait pas été arrêtée comme une criminelle, ni même comme une femme vaincue. Elle fut emmenée comme quelqu'un dont la vérité avait été révélée au grand jour. Les habitants, autrefois murmurants et inquiets, gardaient désormais un silence absolu. Ceux qui avaient gardé le silence par le passé baissaient la tête non par culpabilité, mais parce qu'ils avaient oublié, en chemin,
qu'ils étaient censés parler, faire quelque chose, croire en un enfant. Au premier jour de juin, Séville arbore une lumière qui n'éblouit pas, mais enveloppe tout avec douceur, tel du velours. Elle filtre à travers chaque olivier, recouvrant le sol d'un éclat doré et silencieux. Les murs de pierre de la vieille ville absorbent cette chaleur, la retenant délicatement comme un souvenir qui persiste un instant avant de s'estomper. Depuis le jardin du sud, le parfum du jasmin danse avec la brise, se faufilant dans l'air, se mêlant parfois à l'odeur fraîche et propre de la peinture fraîche d'une maison perchée sur la colline. Le charpentier arriva avant même que le soleil ne se lève au-delà de la limite des arbres. C'était un homme taciturne, silencieux comme l'aube elle-même. Il fit un signe de tête à Santiago et entreprit discrètement de retirer la vieille enseigne accrochée devant la grande porte du manoir. Pendant qu'il travaillait, un pan de mur délavé apparut, où la poussière s'était accumulée pendant des années sans que personne ne s'en aperçoive. Lettre par lettre, le nom « Villa Santiago » a été supprimé, chaque morceau tombant doucement dans la paume du charpentier, comme la lente descente d'un nom qui avait vécu sa vie et qui s'est maintenant écarté, laissant place à quelque chose de différent. Cet après-midi-là, en rentrant de l'école, Isadora vit que le nouveau panneau avait été installé. Une simple planche de bois, gravée à la main en lettres d'acier noir, Maison d'Isadora. La fillette resta là un long moment, immobile, une lueur fragile et pourtant sûre dans ses yeux telle une feuille verte, petite et vibrante, prise au milieu d'une immense tempête rose. C'est Maria qui a suggéré la première de retourner à l'école. Tu n'as pas besoin de rattraper qui que ce soit, dit-elle doucement en posant une main ferme sur l'épaule d'Isadora. Tu dois juste y aller, t'asseoir là et savoir que tu as le droit d'être là, comme tout autre enfant. Ainsi, le premier jour de son retour, Isadora s'assit au dernier rang d'une petite salle de classe en ville. Elle apporta son carnet de croquis et le laissa ouvert sur le bureau, telle une compagne silencieuse. Sofia continuait de venir au manoir tous les jeudis, non plus comme avocate, mais comme amie. Elle apportait des livres de droit civil, parfois des journaux relatant des histoires de femmes défendant les droits des enfants. Elles s'asseyaient ensemble dans le jardin, autour de la vieille table en bois et des chaises en fer maintenant tachées de rouille, et discutaient lentement de sujets comme la responsabilité, la justice et le droit d'être entendu. Un dimanche après-midi, Santiago taillait les arbres du jardin. Il taillait chaque branche avec un soin discret, comme s'il taillait les souvenirs eux-mêmes ne gardant que l'essentiel, abandonnant ce qui était devenu sauvage et inutile. Isadora arriva et se tint silencieusement derrière lui. Elle parla d'une voix douce. Monsieur Santiago s'arrêta et se tourna vers elle. « Puis-je t'appeler papa ?» Il vacilla légèrement, puis s'assit sur la marche à côté d'elle. Ils restèrent un moment silencieux, puis il posa doucement sa main sur son épaule. « Si c'est ce que tu veux, dit-il, et si tu es prête. » Isadora hocha la tête. Il reprit la parole, la voix rauque mais claire. « Je sais que mon père biologique n'est pas un homme mauvais, il est juste occupé. Certaines personnes ne savent pas quoi faire quand leur voisin sait tout contrôler. J'ai été en colère contre lui pendant longtemps. Mais je ne veux plus la supporter. » Santiago la regarda comme s'il venait de la voir vieillir d'un jour à l'autre. Puis il dit doucement, « Il y a des choses que les adultes ont besoin d'apprendre des enfants. Et aujourd'hui, tu m'en as appris une. » Isadora posa sa tête sur son épaule et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'y avait plus de vide dans son cœur. Parce que quelqu'un avait eu la patience de rester jusqu'au bout. Certains étés arrivent sans feu d'artifice ni fanfare. La lumière du soleil commence simplement à éclairer plus généreusement les rebords de fenêtres, le parfum de la peinture à l'huile persiste le long de l'allée du jardin, et le bruit du pinceau sur la toile évoque la redécouverte d'un souffle oublié. Le grenier à l'arrière de la maison était devenu un atelier. Isadora s'asseyait souvent parmi des tableaux inachevés, absorbée par son travail. Elle ne choisissait pas les couleurs qui correspondaient à la réalité. Le sang dans ces tableaux n'était pas rouge, mais d'un violet profond. L'obscurité n'était pas noire, mais bleu marine, légèrement veinée d'argent comme la lumière de la lune traversant les feuilles. Elle avait suivi un cours intensif de peinture au centre d'art de la ville, qui avait débuté plus tôt dans le mois. Chaque matin, elle assistait au cours. À midi, elle était de retour chez elle et peignait jusque tard dans la soirée. Santiago ne parlait pas beaucoup avec les autres élèves, mais les professeurs ont commencé à remarquer à quel point ses traits avaient changé. Un jour, Santiago monta l'escalier menant au grenier. Il entra dans l'atelier au moment même où Isadora posait son pinceau. « Qu'est-ce que tu peins » demanda-t-il par derrière. « Je ne connais pas le nom » répondit Isadora. « Je sais juste qu'il est en moi depuis longtemps, et qu'il est sorti aujourd'hui. » Il s'approcha et regarda le tableau.
Sur la grande toile se trouvait un enfant au visage indéfini, allongé sur le sol. Une petite main se tendait vers le haut, et tout près, un chien était assis à l'ombre des arbres, le regard tourné vers lui. Le ciel était éclairé par des éclairs, comme si quelqu'un avait gravé la nuit au couteau. Santiago ne dit rien, mais il comprit. C'est ainsi que la jeune fille avait survécu, en transformant tout ce qui avait tenté de la détruire en quelque chose d'inoubliable. 2 semaines plus tard, Santiago apporta ce grand tableau à la bibliothèque publique de la ville. Il n'adressa pas beaucoup la parole au directeur. Il laissa simplement une enveloppe, le tableau et une petite plaque en bois gravée des mots suivants. N'oubliez pas. Le maire actuel haussa les épaules. Il vaut mieux le laisser ici, pour nous rappeler que ce genre de choses était réel. Le tableau fut donc accroché dans le couloir principal, à côté du rayon jeunesse. Au début, certains l'évitaient. Mais petit à petit, les élèves ont commencé à s'y rendre et à demander aux enseignants, « Qui a peint ça? Est-ce vraiment arrivé? Comment s'appelle le chien ?» Cette nuit-là, alors que la maison dormait, Isadora ouvrit la fenêtre du grenier. Le vent nocturne s'y glissa doucement, comme un souffle léger. La jeune fille resta assise là, les yeux rivés au ciel. À Séville, il y a des nuits où le vent ne souffle pas, les nuages ne bougent pas et la lune reste immobile, tel un cadre vide attendant que quelque chose apparaisse. C'était le soir de la première exposition d'Isadora. Pas de banderole, pas de titre. Juste une vieille gare de chargement nettoyée près de la place San Lorenzo, illuminée d'une douce lumière jaune et laissée ouverte. Exactement à cette heure du soir, les gens ont commencé à arriver, certains par curiosité, d'autres parce qu'ils se souvenaient de son nom du procès, et d'autres encore parce que quelque chose en eux avait besoin d'affronter ce qui ne pouvait être nommé. Même si personne ne l'a dit à voix haute, tout le monde le savait. Les tableaux étaient disposés comme un voyage silencieux. Tout commençait par de petits dessins aux couleurs froides, formes indéfinies, comme des fragments de rêves brisés. Certaines pièces ne représentaient qu'un coin sombre avec des yeux fixés au loin, une fenêtre en hauteur hors de portée, ou un enfant assis, le dos tourné, les cheveux en bataille, serrant un oreiller. Il n'y avait ni mot ni légende. À mesure que l'on s'enfonçait dans l'exposition, les tableaux semblaient croître de l'intérieur, comme animés d'une vie propre, et les couleurs, elles, s'épanouissaient en intensité, éclatant parfois, grondant souvent, saturées de ce que les mots n'avaient jamais su dire. Une toile montrait un chien, silhouette maigre et tenace, creusant la terre avec une rage obstinée, comme s'il cherchait à déterrer quelque chose que le monde entier avait tenté d'oublier. Une autre figurait deux mains l'une, grande, adulte, pendante et molle comme vidée de toute force, l'autre, menue, fragile, d'un enfant s'agrippant désespérément à une manche déchirée, vestige d'un lien rompu. Tout au fond de la pièce, comme une conclusion sans mots, se dressait un tableau immense, presque grand comme le mur entier, imposant et silencieux, lourd d'une présence qu'on ne pouvait fuir. Il représentait un mur de briques aux teintes mêlées d'orange brûlé, de noir anthracite et de vert forêt profond, un mélange de chaleur, de deuil et de souvenir. Au centre, un garçon se tenait debout, sans visage, figure anonyme et universelle, et de son dos s'étirait une ombre longue, creuse, comme la forme exacte d'un trou encore béant, jamais comblé, jamais réparé. Dans un coin du tableau, presque effacé, presque timide, une main d'adulte se tendait non pas pour le saisir, non, mais simplement pour l'autoriser à avancer, lui ouvrir une brèche vers la lumière, sans l'imposer. Personne n'expliqua ce tableau. Personne n'en éprouva le besoin. Car tout le monde, sans exception, pouvait le ressentir, jusqu'au fond des os, jusqu'au creux du ventre. Devant une vieille échelle peinte de travers, une femme âgée pleurait doucement, sans bruit, sans théâtre. Un jeune homme, au visage pâle comme la craie, quitta la pièce à mi-chemin, incapable de rester plus longtemps face à l'évidence. Un enfant de CM2, petit et curieux, se tourna vers sa mère et lui demanda d'une voix pleine d'innocence, « Pourquoi la personne sur le tableau n'a-t-elle pas Dieu ?» Et la mère, après un long silence, presque douloureux, finit par répondre, peut-être parce que personne ne les regardait jamais. Ils étaient là, eux aussi, Sophia, Rosa, Maria, Gabriel et même Elena, même Pedro. Tous ceux qui avaient traversé avec Isadora les années de silence, les saisons sans parole, les jours trop longs. Aucun ne parla. Ils ne firent que rester là, immobiles, chacun tourné vers une direction différente, mais tous ancrés dans le même consentement silencieux, comme un accord muet de reconnaissance, de présence, d'amour discret. Vers 20 heures, Santiago monta sur la petite estrade au fond de la salle. Il ne tenait aucun papier, aucun discours. Il tendit simplement le micro à Isadora, puis se retira, discret,
là où Bruno et Luz, les chiens silencieux, étaient blottis contre les pieds d'une vieille chaise en bois, comme des gardiens paisibles de ce moment suspendu. Isadora s'approcha lentement, vêtue d'une robe simple, couleur crème, sans bijoux, sans apparat. Elle ne lut rien. Elle ne chercha aucun regard. Ses yeux se posèrent uniquement sur les tableaux, comme si c'était à eux qu'elle s'adressait, comme s'ils étaient les seuls à pouvoir entendre ce qu'elle avait à dire. Sa voix ne portait pas loin, mais elle était limpide, comme l'eau d'un puits qu'on pensait assécher depuis longtemps. Personne n'a besoin de s'excuser pour ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas réparer. Je n'ai pas besoin qu'on pardonne le passé. Parce que le pardon ne change pas les souvenirs. J'ai seulement besoin que les gens s'arrêtent, vraiment, juste assez longtemps, pour voir un enfant qui a survécu. Et la pièce devint d'un seul coup silencieuse. Pas un bruit. Pas un souffle superflu. Aucun applaudissement ne suivit. Il n'y en eut pas besoin. Ce n'était pas ce genre de silence. C'était un silence lourd, sacré, qui disait davantage que 1000 mots. Une première personne s'avança, posa une fleur sauvage dans la petite boîte en bois placée sous le dernier tableau. Puis une autre. Et encore une autre. Aucune parole. Aucun geste d'apparat. Chacun venait, à son rythme, dans un respect presque religieux. Cette nuit-là, il n'y eut pas d'étoiles au-dessus de la ville. Mais la lumière émanant de la galerie douce, discrète, chaude se propageait doucement dans l'obscurité, s'étirant loin, très loin, suffisamment pour qu'un enfant passant par la sache, de manière instinctive, qu'il existe un lieu quelque part sur cette terre, un lieu où les souvenirs ne sont ni cachés, ni oubliés, ni niés, mais préservés, tendrement, précieusement, à travers les couleurs, la peinture et ce courage muet, profond, bouleversant, qui ne crie jamais, mais qui demeure.